ici à Bishkek. Donc, pour ce webinaire, intitulé « L'Afghanistan sous la domination des talibans, quel impact en Asie centrale et au-delà », organisé aujourd'hui par l'IFEAC, on a la chance et le plaisir d'accueillir 3 personnes qui vont intervenir. D'abord, on entendra Mélanie Sadozai, qui est doctorante à l'INALCO et au Centre de recherche Europe-Asie, également doctorante invitée au Sigour Center for Asian Studies de la Elliott School of International Affairs à l'Université George Washington. Et j'ajouterai qu'elle a effectué donc un terrain de recherche au mois de juillet 2021, il y a encore quelques semaines, sur la base d'une bourse d'aide à la mobilité internationale de l'IFEAC. Elle était sur la frontière tadjiko-afghane, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on lui donne la parole aujourd'hui. Ensuite, on entendra Didier Chaudet, qui est consultant indépendant, spécialisé sur les questions géopolitiques et sécuritaires en Asie du Sud-Ouest, beaucoup travaillé sur l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan, et c'est aussi un très fin connaisseur de l'Asie centrale post-soviétique. Je me permets d'ajouter que Didier Chaudet est aussi chercheur associé à l'IFEAC, qu'il vit en Asie. Il a vécu en Asie du Sud, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est depuis de longues années. Et enfin, on entendra Anastasia Protasov, qui est étudiante de master à Sciences Po Grenoble, stagiaire à l'IFEAC en 2021, et qui a publié un ouvrage dans le courant de cette année qui est intitulé « Entre l'Iran et la Turquie, quelle place pour la Russie? Un retour sur la crise syrienne », publié chez l'Harmattan. Donc, bien sûr, c'est un sujet hautement d'actualité, hein, la situation en Afghanistan. On en a beaucoup parlé dans les médias, dans les cercles des spécialistes, des observateurs. On en parle beaucoup ici également en Asie centrale et à Bishkek. Donc, on a décidé d'organiser cette discussion sur la base de recherches scientifiques, hein, de terrain et une connaissance de ces zones et de ces problématiques par nos intervenants, en proposant un éclairage complémentaire à ce qui est déjà disponible aujourd'hui pour parler vraiment de la manière dont on peut regarder la situation depuis l'Asie centrale, les effets de ce qui se passe en Afghanistan sur l'Asie centrale et aussi dans les régions environnantes. Je passe tout de suite la parole à Mélanie Sadozai pour une intervention intitulée « Résonance de la crise en Afghanistan sur la frontière méridionale du Tadjikistan » et donc une quinzaine de minutes comme on s'y était accordé. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup à l'IFEAC pour l'organisation de ce webinaire et pour le soutien aux jeunes chercheurs sur l'Asie centrale. Hein. On fait partie de ces jeunes chercheurs qui bénéficient vraiment de ce soutien à Bishkek et dans la région. Je mets tout de suite mon chrono pour ne pas dépasser les 15 minutes. Normalement, vous voyez tous mon écran. Dites-moi s'il y a un problème. Non, c'est bon. Ok, alors oui, en effet, moi je vais vous parler plutôt du Tadjikistan, hein, de la résonance en fait sur la frontière et sur le Tadjikistan en général, de ce qui se passe en Afghanistan. Alors, je vais commencer par dire que tous les jours, il y a des choses qui se passent, tous les jours, les nouvelles tombent qui changent encore la donne au Tadjikistan, mais aussi dans toute la région, l'Asie centrale en Asie du Sud. Donc, s'il y a des points que je ne mentionne pas, je vous invite à poser des questions à l'issue des présentations, parce que, évidemment, c'est impossible de couvrir tous les éléments qu'on identifie hein, dans cette crise en Afghanistan et dans sa résonance en Asie centrale et poursuivie au Tadjikistan. Ma présentation elle va se faire en 3 temps, en fait à 3 niveaux d'analyse, à 3 échelles d'analyse. D'abord sur la frontière, ensuite sur le Tadjikistan, et enfin je vais monter en généralité, disons, pour atteindre l'échelle internationale. Pour commencer, j'aimerais parler d'abord de la résonance de l'arrivée des talibans d'Afghanistan sur la frontière septentrionale de l'Afghanistan et donc méridionale du Tadjikistan. Vous voyez la carte ici qui vous situe un petit peu les choses. Et donc la frontière dont on va parler, c'est toute la frontière du sud du Tadjikistan, à peu près entre 1350 et 1400 km de frontière. Donc c'est très important. Et cette frontière, elle divise la province notamment la province du Badakhshan en Afghanistan, de la province autonome du Haut-Badakhshan
au Tadjikistan, donc à l'est du pays, qui est la seule province autonome du Tadjikistan, avec la province de Khatlon, donc à l'est. Je ne sais pas si je peux mettre la souris, voilà. Donc ça, c'est la province de Khatlon, et ici, vous avez la province autonome du Haut-Badarchan. Donc il y a des spécificités locales. Si vous voulez, la militarisation de la frontière, elle n'est pas homogène tout le long de cette frontière, sur les 1400 km environ. Et surtout, dans les médias, dans les analyses, il y a beaucoup de fantasmes en fait sur cette frontière, et notamment sur la traversée. C'est ça qui est important quand on va parler de l'arrivée des talibans en Afghanistan, non seulement dans les districts frontaliers de tous ceux qui sont situés là, et la prise de Kaboul également. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que c'est à partir de début juillet que les talibans ont vraiment pris toute la frontière. Dans toute cette partie est de la frontière, les talibans n'étaient pas arrivés là. Avant, hein, même dans les années 90, en fait, c'était protégé par les forces de l'Alliance du Nord. Donc, la première fois que les villages le long de cette frontière ici ont vu les talibans, c'était l'été dernier. Hein. C'était dans la nuit du 4 au 5 juillet 2021, avec quelques poches, notamment vers Dalwas, donc le district, cette région qui est là, hein, région transfrontalière, où les talibans étaient arrivés déjà un an auparavant, donc courant 2020. Mais si vous voulez, en fait, vraiment, tout le long de cette partie-là, c'est la première fois en 2021 que les populations locales, les communautés frontalières voient les talibans, et que depuis l'arrivée tadjikistanaise, on voit effectivement donc, les talibans et le drapeau des talibans. Alors, la géographie de cette frontière, c'est une géographie qui est contraignante, c'est une frontière en haute montagne, et donc la topographie n'est pas homogène tout le long de cette frontière. Donc, vous avez des endroits où effectivement on peut passer. Donc on imagine qu'il y a des traversées illégales, parce que vous voyez par ici qu'il s'agit d'un cours d'eau où le courant est extrêmement faible. Donc, encore une fois, on s'imagine que la traversée illégale est possible, et que donc des militants talibans ou terroristes peuvent passer au Tadjikistan, que des réfugiés aussi peuvent passer. Vous voyez ici la proximité de l'Afghanistan. Donc là, c'est une photo que j'ai prise depuis une propriété privée, donc le long de la frontière. Et juste, donc là, ici, on est au Tadjikistan, et là, ici, c'est l'Afghanistan. Hein, ce que vous voyez, le bâtiment en bleu, donc on est extrêmement proche. Donc on s'imagine très facilement pouvoir voir des flux de personnes en provenance d'Afghanistan. Mais il y a d'autres endroits où la frontière n'est pas du tout franchissable, le courant est extrêmement fort, donc comme ici. Donc si vous voulez, c'est une géographie qui permettrait la traversée, mais c'est un fantasme qu'il faut casser tout de suite, puisque il n'y a jamais eu de traversée massive de personnes en provenance d'Afghanistan vers le Tadjikistan, à part dans les années 90, donc sous régime taliban et à l'occasion de la guerre civile au Tadjikistan. Mais ça, c'était vraiment des événements qui étaient ponctuels. Et depuis cet été, on a quelques traversées, mais ce n'est pas massif, ce n'est pas des groupes de personnes par centaines qui débarquent au Tadjikistan. L'arrivée au Tadjikistan des réfugiés afghans se fait surtout par voie aérienne et à fréquence très limitée par le biais de la frontière. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et surtout, il faut retenir que c'est une frontière internationale qui donc est soumise à un régime de frontière internationale comme ailleurs dans le monde. Donc, il y a des postes de frontière, la frontière elle est ouverte ou fermée selon les décisions qui sont prises par les gouvernements centraux. Il y a des agents douaniers, il y a des agents de contrôle. Enfin, c'est vraiment une frontière qui a un régime international, disons, normal. Tout ce qu'on peut imaginer le long de n'importe quelle frontière. Néanmoins, évidemment, elle est soumise aux aléas de la situation politique en Afghanistan, et donc, depuis début 2021, elle est fermée pour cause de pandémie, et à cela s'est ajouté donc la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan. Donc, ça fait depuis 2000, ça va faire quasiment 2 ans qu'elle est complètement fermée, qu'il n'y a plus de passage légal. Et donc, ça pose des questions de passage illégaux. Donc, il y a des réfugiés qui sont parvenus à passer, très peu. Beaucoup ont été renvoyés. Je pourrais revenir là-dessus dans les questions. Il y en a environ une centaine qui ont réussi en fait, à obtenir un statut, disons, légal au Tadjikistan depuis cet été. Donc, ce statut normal de la frontière, statut de frontière à régime normal, maintenant, il est évidemment mis en question, puisque la frontière est complètement fermée, et que dans le Badarchan afghan,
on voit qu'il y a des bataillons armés de talibans qui commencent à se mettre en place, ce qui inquiète excessivement le Tadjikistan, et notamment des bataillons de kamikazes à Faizabad, donc la capitale du Badakhan afghan, et ça commence à créer des spéculations au Tadjikistan. Donc ce qui se passe en Afghanistan par le biais de cette frontière, en fait, par résonance, ça crée des réactions au Tadjikistan qui sont relativement unanimes. Alors, ça me permet de faire la transition vers mon deuxième point, donc la résonance au Tadjikistan. Là, vous avez une photographie, donc vous voyez à quoi ressemble la frontière aujourd'hui. Le drapeau taliban est juste ici, sur le poste de frontière de Darwaz. Et donc, c'est une photo que j'ai prise 4 jours en fait, après leur arrivée la prise du contrôle de ce poste de frontière. Et vous voyez qu'ils n'ont même pas eu le temps en fait, d'enlever jusque-là les couleurs du drapeau de la République islamique d'Afghanistan. Donc, ils ont fait tomber. Donc, ce contraste est assez saisissant entre vous voyez, les couleurs du drapeau du gouvernement précédent et le drapeau taliban qui est visible depuis l'armée tadjikistanaise. Alors, qu'en est-il donc, des réactions au Tadjikistan? Depuis l'été dernier, il y a une forte résonance sur le sentiment identitaire tadjik, transnational en fait. Il y a un ethno-nationalisme qui a été exacerbé depuis l'été dernier, notamment au Tadjikistan, où il y a eu des manifestations en soutien aux Panchiri, donc à des Tadjiks d'Afghanistan. Sur les réseaux sociaux, il y a des messages qui sont écrits en tadjik qui soutiennent aussi les Panchiri, la résistance qui est portée par Ahmad Massoud. Mais la diaspora tadjikistanaise aussi est très mobilisée, donc notamment à New York, il y a eu des manifestations en soutien à la résistance portée par Massoud. Il y a un boxeur tadjikistanais qui a récemment gagné un combat en Russie et qui a donc porté les drapeaux du Tadjikistan avec un t-shirt et avec le portrait de Massoud et de son fils, du commandant Massoud et du fils Massoud, et qui a dit en russe « Patience, mon frère Massoud ». Donc vraiment, on voit que là, le nationalisme tadjik est complètement exacerbé avec ce qui se passe en Afghanistan et même au Badakhan tadjikistanais. On a des gens qui sont prêts à prendre les armes pour aller défendre les Tadjiks d'Afghanistan. Vous voyez, alors ça c'est au Badakhan tadjikistanais, mais aussi dans la province de Khatlan, on a identifié des personnes qui ont pris les armes et qui ont déclaré être prêtes à aller défendre les Tadjiks d'Afghanistan dès que le gouvernement du Tadjikistan leur en donnerait le feu vert. Donc là, c'est une vidéo d'un média spécialisé qui donc montre que des personnes se sont armées, une centaine de personnes se sont armées dans la province de Khatlan au Tadjikistan pour aller défendre les Tadjiks d'Afghanistan. Donc il y a un regain du nationalisme qui est très fort et qui, là je vous parle vraiment à l'échelle des Tadjikistanais, hein, de la population tadjikistanaise, qui se sent tadjik à la faveur de ce qui se passe en Afghanistan. Et ce regain du nationalisme tadjik qui va atteindre en fait tous les sommets, enfin le plus haut sommet de l'État, puisque les représentants du gouvernement tadjikistanais ont un discours qui va dans ce sens-là. Donc, là, excusez-moi, sur la vidéo, vous voyez donc Ahmad Massoud, hein, celui qui porte la résistance en Afghanistan. Donc, il y a quelques jours, il y a eu la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et à cette occasion-là, le ministre des Affaires étrangères du Tadjikistan et le président du Tadjikistan ont eu un discours qui était complètement un discours de nationalisme tadjik, en fait, hein, puisqu'ils ont appelé à l'aide de la communauté internationale pour soutenir les Tadjiks d'Afghanistan. Ils ont souligné le sort des Panchiri, donc de ces personnes qui sont des Tadjiks d'Afghanistan et qui sont le symbole en fait de la résistance contre les talibans. Alors, ça me permet de passer à la troisième partie de mon intervention sur le rôle clé du Tadjikistan à l'échelle internationale grâce à la frontière avec l'Afghanistan. Et donc, c'est aussi cette sorte d'instrumentalisation de la frontière pour prôner le nationalisme tadjik et pour attirer aussi la communauté internationale vers le Tadjikistan. Donc, jusqu'à la fin juillet, les autorités du Tadjikistan
réagissaient pas tellement à ce qui se passait en Afghanistan. Il y avait plutôt un silence, pas de déclaration réelle, qui laissait certains analystes penser que d'ailleurs le Tadjikistan approuvait en fait l'arrivée des talibans, puisqu'il n'y avait pas eu de condamnation officielle. Et puis très rapidement, en fait, dès la prise des districts frontaliers, donc une fois que la frontière a été complètement, tout le long de la frontière, toute la frontière était sous le contrôle des talibans, il y a eu un vrai basculement dans le discours des autorités tadjikistanaises. Et désormais, il y a deux lignes principales dans ce discours qui ne bougent pas depuis la fin juillet. C'est premièrement que le Tadjikistan est en première ligne d'une potentielle instabilité de l'Afghanistan qui dépasserait les frontières. Ça, c'est un discours qui est récurrent en fait hein, dans les prises de parole des autorités tadjikistanaises quand il s'agit de discuter de l'Afghanistan. C'est un leitmotiv. Hein. Il répète en permanence que le Tadjikistan est en première ligne et que donc, cette frontière, elle pose problème. Et le deuxième point, depuis cet été, c'est de dire à la communauté internationale qu'il faut pousser les talibans à former un gouvernement multiethnique. Donc là, on est encore dans le regard de l'ethno-nationalisme tadjik. Et ce qui signifie, en fait, pour les autorités de Dushanbe, d'inclure les Tadjiks d'Afghanistan. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder, c'est pas seulement d'écouter les discours du président Rahman, et de regarder ces discours, parce que dans ces discours, il dit il faut un gouvernement multiethnique, et il souligne vraiment le mot Tadjik. Donc, en tadjik, il dit les Tadjiks. Il dit vraiment les Tadjiks, il lève les yeux de sa feuille, il regarde l'Assemblée, il dit il faut inclure les Tadjiks, silence, et ensuite toutes les autres minorités. Donc là encore, c'est très symbolique de ce nationalisme tadjik. Et un exemple de ce genre de discours, c'était à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance du Tadjikistan, très récemment. Le président a fait un discours dans lequel il a attaqué en fait la communauté internationale en disant, je cite, « Je suis surpris que toutes les institutions internationales des droits de l'homme soient restées silencieuses et n'aient pris aucune initiative pour soutenir les droits du peuple afghan. » Et donc, en citant les Panchini, évidemment, donc les Tadjiks d'Afghanistan. Et c'est très symbolique puisque c'est un discours qui a été publié sur le site de la présidence du Tadjikistan en tadjik et en dari. Donc, pour que ce soit aussi accessible aux Tadjiks d'Afghanistan. Donc là encore, il y a vraiment des exemples de cette explosion en fait, de l'ethno-nationalisme à l'échelle nationale et puis à l'échelle internationale aussi, pour que le président du Tadjikistan se devienne en fait le symbole de la défense des droits de tous les Tadjiks du monde entier, qu'ils soient en Afghanistan ou au Tadjikistan. Mais ça sert aussi les intérêts du Tadjikistan, puisque ça permet d'attirer l'œil de la communauté internationale vers le Tadjikistan. C'est un discours qui d'ailleurs est bien accueilli, puisque c'est un discours qui condamne en réalité les talibans sans vraiment le dire. Et c'est pas étonnant dans la mesure où la politique étrangère du Tadjikistan, c'est une politique officiellement dite des portes ouvertes. C'est l'expression qui a été consacrée dans les textes, ce qui veut dire attirer un maximum de partenaires internationaux pour combler les lacunes en fait, du gouvernement central. Donc, en fait, ce qui se passe, la crise en Afghanistan, elle permet de servir d'une certaine manière les intérêts du Tadjikistan, qui peut attirer un maximum de personnes en montrant du doigt le problème des Tadjiks d'Afghanistan. Donc, ça sert ce nationalisme de tadjik et ça sert aussi à attirer des partenaires internationaux. Donc, pour conclure, en fait, le Tadjikistan va avoir un rôle complètement décisif désormais dans toutes les prises de décision en fait, de la communauté internationale à l'égard de l'Afghanistan, puisque le président Rahman s'est placé vraiment en libérateur des Tadjiks, et le Tadjikistan va devenir très rapidement, en fait, si ce n'est pas déjà le cas, la base arrière géographique de la résistance, disons officielle, la résistance afghane qui s'est déclarée comme telle au sein du Front de résistance nationale d'Afghanistan, porté donc par cette figure dont je parlais, Ahmad Massoud, et les acteurs internationaux qui vont vouloir se placer contre les talibans et qui se décideront à soutenir la résistance devront
mécaniquement passer par le Tadjikistan. Le Tadjikistan va devenir l'intermédiaire entre cette résistance et les acteurs internationaux qui souhaiteront la soutenir. Et en cela, le Tadjikistan permet aussi de se distinguer des autres pays d'Asie centrale, puisque c'est le seul des 5 pays d'Asie centrale qui a véritablement une position extrêmement dure à l'égard des talibans, ce qui n'est pas le cas du Turkménistan et de l'Ouzbékistan, qui sont aussi frontaliers de l'Afghanistan, qui, eux, ont montré des signes d'ouverture pour des raisons économiques et sécuritaires. Le Kyrgyzstan le président du Kyrgyzstan a rencontré les talibans, donc vous voyez que là aussi, il n'y a pas de condamnation de la part du Kyrgyzstan. Et pour le Kazakhstan, bon, c'est un problème qui est un peu plus éloigné. Idem, il n'y a pas eu de position similaire à la position du Tadjikistan. Donc là, le Tadjikistan se distingue des 5 autres pays. On peut penser aussi à une volonté de se distinguer des voisins à héritage turcique, disons. Est-ce que c'est votre conclusion, chère Mélanie? Et voilà, j'allais conclure là-dessus. Sur le fait que, en réalité, cette frontière, c'est une frontière qui a un régime normal, donc il ne faut pas trop avoir de fantasme là-dessus, mais elle devient, à la faveur de ce qui se passe en Afghanistan, un instrument de politique étrangère et de politique aussi intérieure, dans ce regain de nationalisme tadjik, et à terme, elle deviendra un pôle d'attraction international, puisque c'est en l'utilisant que le Tadjikistan peut attirer les acteurs internationaux. Voilà, et encore une fois, pardon, j'ai dépassé, mais je serais ravie de parler d'autres éléments dans les questions-réponses. Désolée d'avoir dépassé. C'est très bien, cette présentation, vraiment qui respecte, grosso modo, bien sûr, le temps alloué, souligne aussi l'intérêt des recherches doctorales, avec une approche analytique posée, une expérience de recherche de terrain, une attention quotidienne à cette situation évolutive. Et bon, continuer donc la discussion et l'analyse. Je passe tout de suite la parole à notre deuxième intervenant, Didier Chaudet, pour un exposé intitulé « Le Pakistan, vainqueur du nouveau grand jeu », pardon. Islamabad face à la chute de Kaboul et à l'environnement régional afghan. Cher Didier, tout comme l'intervenante qui vient de parler, vous avez une quinzaine de minutes. Je crois qu'on ne vous entend pas. Peut-être. Maintenant, ça devrait être mieux. Donc, en fait, il va falloir réussir à expliquer la stratégie pakistanaise en 15 minutes. Moi, je pense qu'on devra passer par les questions et réponses pour aller un petit peu plus loin. Mais je vais essayer d'aller assez rapidement sur 3 points. Essayer d'expliquer déjà faire un état des lieux de la relation afghano-pakistanaise. Ensuite, me concentrer spécifiquement sur un problème sécuritaire spécifique qui amène à se poser des questions sur cette idée de victoire qui est revenue dans un certain nombre de journaux anglo-saxons. Et quand c'est écrit dans des journaux anglo-saxons, très souvent, c'est repris ensuite dans des journaux en français quelques jours plus tard, sur le thème « Le Pakistan a gagné la guerre d'Afghanistan ». Et enfin, on va se concentrer sur la question régionale. Je voulais insister dès le titre sur la question régionale, parce qu'on n'a rien gagné géopolitiquement sur l'Afghanistan si on ne s'est pas penché sur la région en général. L'Afghanistan tout seul n'est pas suffisant. Si l'impact est mauvais dans l'environnement régional afghan, vous n'avez pas gagné. Et en fait, pour vous spoiler un petit peu la fin dès maintenant, je considère qu'on ne peut pas dire que le Pakistan a gagné la guerre afghane. Personne ne l'a vraiment gagné, surtout pas la population afghane et la population pakistanaise, hélas. Au mieux, on pourra dire que sur certains points, le Pakistan a gagné des points pour assurer sa sécurité. Mais ça n'est pas quelque chose de fixé, ça n'est pas quelque chose de stable. Si on parle d'un nouveau grand jeu, le nom est un petit peu limité, c'est s'appuyer un peu facilement sur l'histoire, mais ça a un avantage, faire comprendre que les choses évoluent tout le temps. Les choses ne sont pas figées. De la même manière que les politiques ne sont pas figées. Le Pakistan d'aujourd'hui n'est pas le Pakistan des années 80. Et si vous devez retenir une chose de cette présentation, c'est bien ça. Le grand souci dans l'analyse sur la politique étrangère pakistanaise, c'est qu'encore et toujours, on la présente comme si elle était toujours sous le général Zia dans les années 80, ce qui est totalement faux. Donc,
Pour comprendre la relation Afghanistan-Pakistan, pour commencer, bon, il faut revenir sur l'histoire. C'est une histoire de tension entre les deux pays. Vous avez 2430 kilomètres de frontières entre l'Afghanistan et le Pakistan qui ne sont pas reconnus par l'Afghanistan, la fameuse ligne du rang. C'est la raison pour laquelle l'Afghanistan a été le seul pays à ne pas vouloir accepter le Pakistan dans l'Organisation des Nations Unies lors de la naissance du Pakistan. Et du côté pakistanais, ça a fait comprendre une chose. Si le Pakistan ne peut pas avoir une influence à Kaboul, le Pakistan risque de se trouver dans la situation peu enviable de l'Allemagne de Bismarck, sans être l'Allemagne de Bismarck, à savoir se retrouver dans une guerre sur deux fronts, entre l'Afghanistan et l'Inde. On considère toujours que le Pakistan a un ennemi héréditaire, l'Inde. Non, du point de vue des analystes pakistanais en tout cas, elle en a deux. Les nationalistes pashtuns, au pouvoir à Kaboul depuis toujours, et les Indiens. Il faut se dire que dès l'époque d'Abdur Rahman, l'émir de fer qui a construit l'Afghanistan moderne à la fin du 19e siècle, l'Afghanistan tel qu'il est actuellement n'était pas complet. Il fallait conquérir ce petit bout de terre pour l'instant tenu par les Britanniques et en fait ce petit bout de terre aujourd'hui est devenu l'équivalent de 30 à 40% du territoire pakistanais selon les nationalistes pashtuns / afghans. C'est une situation assez problématique, bien sûr, d'un point de vue pakistanais. Et en fait, on est face à deux pays qui se sont retrouvés dans une guerre froide, de fait, dès les années 50, utilisant des acteurs non étatiques, séparatistes pashtuns et baloutches d'un côté, et plus tard islamistes de l'autre par le Pakistan, pour s'influencer, pour se déstabiliser, pour se mettre une certaine pression, permettant un dialogue favorable à l'un des deux camps. Quand les talibans émergent, il est très important de comprendre que les talibans n'ont pas été créés par le Pakistan. C'est d'une grande tristesse de se rendre compte qu'intellectuellement, vous avez encore des journalistes, peu de chercheurs, Dieu merci, mais encore des journalistes, des analystes qui nous expliquent que les talibans ont été créés de toutes pièces par le Pakistan. À la naissance des talibans, l'ISI, les fameux services de secrets pakistanais qui font fantasmer beaucoup de monde, soutenait Hekmatyar, le chef de guerre pashtun. De fait, les talibans sont nés à cause de la situation locale en Afghanistan et ont été soutenus par les grands trafiquants de drogue. Et plus tard, le gouvernement civil pakistanais a soutenu les talibans, puis l'ISI s'en est mêlé. Dans les années 90, on a pu entendre plus d'une fois, et on répète encore aujourd'hui, que les Pakistanais contrôlaient les talibans. Ils les contrôlaient tellement peu que quand il a été demandé au Mollah Omar de reconnaître la frontière afghano-pakistanaise, il a tout simplement refusé, parce que derrière tout taliban, il y a un nationaliste pashtun qui se mêle, matinée de néo-déobandisme, matinée d'islamisme radical peut-être, mais malgré tout un nationaliste pashtun qui n'a pas totalement abandonné l'idée de réunir l'ensemble de la nation pashtun sous un même toit, sous un toit d'un grand Afghanistan, d'un grand Pashtunistan. Après la chute du premier émirat des talibans, les Pakistanais se sont trouvés face à une situation simple qui leur a été exposée ainsi par l'administration Bush. Nous vous bombardons jusqu'à ce que vous retourniez au Moyen-Âge, ou vous travaillez pour nous, pas avec nous, pour nous. Une situation totalement explicable du point de vue américain, mais du point de vue pakistanais, il n'y a pas eu ce sentiment que les intérêts nationaux pakistanais étaient pris en compte. Et si vous voulez qu'un État travaille pour vous, au bout d'un moment, il faut prendre en compte ses intérêts nationaux. Il y a eu quelques très bons papiers écrits exclusivement en anglais, notamment dans Foreign Policy, qui expliquaient que la paix à Kaboul passait par le Cachemire. Et en fait, l'Amérique a raté une occasion historique de se lancer dans un grand processus de paix sud-asiatique. Vous ne pouviez pas avoir la paix en Afghanistan sans avoir une paix afghano-pakistanaise et sans avoir une paix indo-pakistanaise.
Les Américains, au contraire, ont préféré découpler, s'appuyer sur une relation de plus en plus privilégiée avec l'Inde pour s'opposer à la Chine, d'une part, et de l'autre, utiliser le Pakistan face à l'Afghanistan, d'autre part. Le problème, c'est que dans une situation comme ça, les Pakistanais n'ont pas eu le sentiment que leurs intérêts étaient protégés. Vous aviez des liens de longue durée avec un certain nombre d'acteurs clés chez les talibans. Vous voyez dans le gouvernement actuel qu'un certain nombre de personnes qui étaient importantes dans l'émirat des talibans numéro 1 et maintenant sont toujours importants dans l'émirat numéro 2. Donc, des liens sont restés. Et pour les Pakistanais, ce qu'on a appelé le double jeu, en fait, déjà, c'est un jeu régional. Tout le monde joue un double jeu dans la région. Téhéran, Islamabad, les Chinois, les Russes, tout le monde défend ses propres intérêts. Donc, il n'y a rien de très choquant par rapport à ça, si on veut regarder les choses de façon objective. Par ailleurs, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts quand on se souvient que les talibans sont aussi un mouvement local. On a fait l'erreur de dire encore et encore que les talibans n'étaient pas une force locale. Et aujourd'hui, les talibans sont au pouvoir. Les talibans pakistanais, que je vais évoquer rapidement par la suite, n'ont pas réussi à reprendre pied pour l'instant dans les zones tribales pakistanaises, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à conquérir les cœurs et les esprits sur place. Les talibans afghans ont réussi à le faire, au moins au niveau rural. Les analyses sont claires là-dessus. Les talibans représentent une partie de l'Afghanistan rural, un Afghanistan qui est peu ou mal connu, certes, mais qui existe. Donc, qu'ont fait les Pakistanais? Très clairement, selon les analystes américains, ils ont gardé leurs liens avec les talibans canadiens historiques. Ils ont donné un soutien logistique. Ils ont regardé ailleurs quand un certain nombre de talibans passaient la frontière. Ils ont laissé les élites des talibans s'installer au Pakistan, quelque chose qui a été très utile ensuite quand il a fallu parler aux talibans, notamment au réseau Haqqani, qui ne voulait pas d'un processus de paix, parce que quand vous avez des familles de leaders talibans installés au Pakistan, vous pouvez gentiment leur tordre le bras pour les pousser à négocier. Et ça a marché pendant l'administration Trump. Mais, encore une fois, les Pakistanais ne contrôlaient pas et ne contrôlent pas les talibans. Au début août, les Pakistanais affirmaient qu'il fallait véritablement un dialogue avec le pouvoir légal en place. Parce que la meilleure des situations pour le Pakistan, c'était une paix de compromis où les talibans n'avaient pas le pouvoir, mais étaient assez importants pour pouvoir influer sur l'avenir de l'Afghanistan, pour pouvoir enfin se dire que le seul problème était vers l'Inde, pas vers l'Afghanistan. Hélas pour eux, les talibans ont gagné. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où des obligés qui ont un souvenir très mitigé de leur relation avec le Pakistan, certains se sont retrouvés en prison, comme le Mollah Baradar, d'autres ont été forcés au processus de paix, comme le réseau Haqqani, se retrouvent aujourd'hui à la tête d'un État. Et surtout, pour un certain nombre de talibans, la guerre n'est pas totalement finie. Et là, j'arrive sur le point sur les talibans pakistanais. Les talibans pakistanais et les talibans afghans ont une relation compliquée. Le TTP, Tehrik-e-Taliban, sont des gens qui sont beaucoup plus proches des djihadistes transnationaux. On sait, grâce aux papiers qui ont été retrouvés dans la dernière demeure d'Oussama Ben Laden, qu'Al-Qaïda a guidé le TTP, l'a guidé dans ses grandes décisions. Or, Al-Qaïda a créé tout un corpus théorique expliquant qu'il fallait détruire le Pakistan, que le Pakistan était un ennemi juré de la cause du djihad des djihadistes. Et de fait, le TTP s'est construit dans cette logique, opposition complète au Pakistan avant d'aider les frères talibans afghans contre Kaboul. Donc, on a eu des relations assez compliquées, parfois de la coopération et parfois des situations où on se tirait dessus entre talibans afghans et talibans pakistanais. Aujourd'hui, les choses ont changé et pas forcément dans un sens qui est bon pour le Pakistan. Le nouveau leadership du TTP, Mullah Mufti Noor Wali Mehsoud, a réussi à réunifier les talibans pro-pakistanais. Vous aviez eu un certain nombre de tensions après
la grande victoire de l'armée pakistanaise en juin 2014 dans les zones tribales, il y avait eu des sécessions dans le mouvement. Il y avait aussi des questions tribales dans le lot. Une des grandes différences entre les talibans afghans et les talibans pakistanais, c'est que le facteur tribal joue beaucoup plus dans le TTP, dans le groupe des talibans anti-pakistanais. Mais le nouveau leader a réussi à réunifier les groupes épars qui s'étaient réfugiés en Afghanistan. Il a changé la stratégie du TTP, qui a essayé de se rapprocher des services de renseignement afghans contre le Pakistan. Comme je vous l'ai dit, le double jeu, tout le monde le joue et tout le monde utilise des groupes non étatiques pour embêter son voisin quand c'est pour l'intérêt national. Et de fait, il a préféré plutôt se tourner vers le réseau Haqqani, qui a également aidé à cette réunification des talibans pakistanais, et les talibans canal historiques. Donc aujourd'hui, on a un groupe qui est de nouveau réunifié, qui est mieux organisé également. Nour Wali Messoud est plus un penseur qu'un combattant, mais il a appris des erreurs du passé. Notamment, il a fait passer un code du combattant du côté des troupes, des talibans pakistanais, pour s'assurer qu'on ne tuerait plus des civils. Avant, le TTP, les talibans pakistanais, n'avaient que faire des morts civiles. Aujourd'hui, il semblerait vouloir faire beaucoup plus attention à ce genre de choses. Ils ont réussi à reprendre pied au Pakistan depuis 2019, encore plus depuis 2020. Et ils ont réussi notamment à étendre leur réseau de raquettes économiques. Donc, on est face à un leadership qui a réunifié ses troupes, qui a une plus grande capacité de financement et qui a face à lui un Afghanistan qui est totalement tenu par des alliés, de fait, et par un groupe qui est ethniquement et idéologiquement proche. Un certain nombre de combattants talibans regrettent de ne pas avoir pu mourir en martyrs. Ils pourraient faire, comme ils ont fait par le passé, se tourner vers les talibans pakistanais pour aller combattre de l'autre côté de la frontière. Et c'est sans doute sur ce point qu'il faut insister pour comprendre qu'en fait, on écrit vraiment n'importe quoi quand on dit que les Pakistanais ont gagné la guerre d'Afghanistan. Ils se sont adaptés à la situation telle qu'elle était, ils se sont adaptés à la situation géopolitique, en faisant un certain nombre d'erreurs, certes, mais ils ont eu l'impression de défendre leur intérêt national de cette façon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un groupe qui est associé aux talibans afghans, qui a des liens de porosité avec lui et qui peut maintenant regarder vers Kaboul comme un exemple. Enfin, très rapidement, sur la question régionale. Donc, situation mitigée pour le Pakistan par rapport à l'Afghanistan actuel, jamais de contrôle sur les talibans afghans et un problème avec les talibans pakistanais qui reviennent en force. Le troisième point, c'est quel impact au niveau régional. Vous aviez eu un rapport… Une forme de point conclusif. Très conclusif, pas de problème. Du côté iranien, on a eu un travail pendant des années pour permettre un rapprochement. Et ce dont on se rend compte en ce moment, c'est que les Iraniens ont une certaine peur face à la situation en Afghanistan et du coup, ils reprennent leurs anciennes habitudes de critique du Pakistan. Donc, il y a tout un travail qui a été fait par les Pakistanais pour se rapprocher des Iraniens, pour éviter des problèmes de ce côté-là. Et il semblerait que le travail diplomatique de plusieurs années s'effrite. Du côté russe post-soviétique, la situation est un peu meilleure. De très bonnes relations, de meilleures relations plutôt, avec les Russes depuis la signature d'un grand accord de coopération militaire dont on n'a jamais pu lire véritablement le contenu. C'était en novembre 2014. Et en fait, surtout ici, on a une Russie qui a rééquilibré ses relations en Asie du Sud. Certains à Islamabad se sont illusionnés sur le fait que la Russie allait devenir leur grand allié. Ça n'est pas le cas, mais malgré tout, une relation un peu plus amicale avec l'espace post-soviétique, avec l'Ouzbékistan, avec l'Ouzbékistan et le Turkménistan notamment. Il y a l'idée de grands projets nord-sud, le pipeline Tapi, des relations économiques et le désir de travailler avec les talibans de ce point de vue-là. Donc, ça va un peu mieux du côté post-soviétique.
Maintenant, du côté chinois, tout va dépendre de la sécurité des acteurs chinois au Pakistan, hein, et en Afghanistan. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu là-dessus pour les Pakistanais. Malgré tout, ils continuent à être les principaux soutiens de la politique afghane, de la politique chinoise dans la région. Mais hélas, du côté américain, les Pakistanais voudraient qu'on oublie l'affaire afghane et qu'on voit les choses en termes géoéconomiques. Et les Américains ne voient plus le Pakistan comme le pays qui ne leur a pas permis de gagner la guerre en Afghanistan. Donc, on risque de se retrouver là-dessus dans la fin des années 90. Est-ce que ce sera votre dernier mot, cher Didier? Totalement. Formidable. Merci infiniment. Surtout que ça nous permet de ménager une transition parfaite vers le troisième exposé, puisque vous avez tout à l'heure évoqué la Russie. Je passe donc immédiatement la parole à Anastasia Protasov pour une intervention intitulée « La question frontalière, sécurisation locale et coopération globale aux portes du conflit ». Et comme justement Didier Chaudet parlait de cet aller-retour entre tensions locales et enjeux globaux, je crois que là c'est vraiment parfait. On vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc déjà, je tenais à remercier Mélanie et Didier pour leur présentation très pertinente et enrichissante. Et j'espère que la mienne viendra vous compléter de manière tout aussi pertinente. Donc, pour ma part, pour ma présentation, je pensais me focaliser sur la question frontalière, donc comprendre la sécurisation locale et comment tout cela s'inscrit dans une coopération plus globale aux portes du conflit, justement. Donc, dans un premier point, il est essentiel en fait, d'essayer d'aborder et de comprendre les réalités locales qui influent sur les dynamiques de coopération régionale. C'est-à-dire que la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan a toujours été très surveillée par les experts centra-asiatiques, notamment par les experts tadjiks, surtout toute la région du Pamir et du Gorno-Badakhshan dont nous a parlé Mélanie précédemment. Donc, comme elle l'a souligné, aujourd'hui, il y a une absence totale de dialogue entre le gouvernement tadjik et les talibans. C'est le seul pays qui n'a pas engagé de dialogue ou de négociation avec le groupe taliban. Et depuis la fermeture de la frontière à cause du Covid, qui est renforcée en plus par la non-reconnaissance du gouvernement tadjik des talibans, on peut voir qu'il y a des répercussions qui sont désastreuses sur les populations locales. On peut prendre par exemple le marché transfrontalier qui était un cœur dynamique économique en fait, de cette région transfrontalière, ou encore le personnel médical qui aujourd'hui est réduit à quelques personnes qui arrivent seulement à passer la frontière et n'arrivent pas à apporter l'aide nécessaire aux populations dans le besoin. Donc, on peut voir que cette fermeture des frontières, elle a eu un impact particulièrement fort sur les populations locales et que tout cela s'inscrit également dans une logique de sécurisation de la frontière. C'est-à-dire que cette frontière a toujours été considérée comme un point stratégique car il y a toujours de nombreux conflits, notamment à cause des différents groupes extrémistes qui sont présents sur la zone. On peut notamment parler du groupe Jamaat Ansarullah ou encore l'IMU, qui est le mouvement islamique d'Ouzbékistan. Et à cause de cela, plusieurs puissances régionales et internationales ont proposé des garanties sécuritaires assez fortes qui aujourd'hui mènent à certains déséquilibres régionaux. C'est-à-dire qu'au cours des différents entretiens que j'ai pu réaliser, notamment avec un acteur politique kirghize, celui-ci m'a fait comprendre que le Kirghizistan était particulièrement inquiet face à la sécurisation du Tadjikistan, notamment dans le cadre des conflits frontaliers entre Tadjikistan et Kirghizistan, et que cela pourrait jouer notamment dans les futurs conflits qui suivraient la question afghane. Donc, on peut voir que, outre l'impact sur les personnes, sur les populations locales, il y a également tout un renforcement du rôle des puissances régionales. Et justement, le but de ma présentation est d'aborder le rôle de chacune de ces puissances. Donc, tout d'abord, on peut parler de la Chine qui s'inscrit dans une perspective d'influence sur le long terme, c'est-à-dire que pour elle, la stabilité afghane est essentielle pour tout projet économique qui serait inscrit dans la région. Elle est donc entrée dans un dialogue actif du point de vue diplomatique. Comme on peut le voir sur la photo, le numéro 2 des talibans avait rencontré le ministre des Affaires étrangères cet été. Et du coup, on peut voir que la Chine s'inscrit dans un rôle diplomatique particulièrement actif, mais aussi dans un rôle sécuritaire qui est grandissant et qui a pour but la stabilité de la région. Donc, comme on peut le voir sur cette carte, on peut voir une potentielle base militaire chinoise qui serait installée sur la ville de Chaimak, pas loin du Tadjikistan.
qui a pour but principal de lutter contre l'extrémisme ouïghour. Or, c'est une base qui a été gardée secrète de 2016 à 2019 et un seul témoignage d'un journaliste du Washington Post témoigne en fait de la présence de cette base, de la présence de militaires chinois à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, c'est une base qui est non reconnue, mais qui se trouve à un point particulièrement stratégique, car elle permet d'assurer la stabilité dans ce point de passage essentiel pour essayer de continuer à développer en fait tous les projets économiques dans la région et s'inscrire dans une certaine continuité. Un deuxième acteur essentiel, évidemment, c'est la Russie que Didier a déjà abordé. Donc la Russie, aujourd'hui, elle se positionne comme garde-fou de la région. C'est-à-dire que, comme pour la Syrie, elle n'a aucun mal à discuter avec des acteurs qui sont soit illibéraux, soit non démocratiques ou non gouvernementaux. Et elle s'inscrit dans un rôle diplomatique essentiel. Et elle a une stratégie avec les talibans qui est très continue depuis le début et accepte des négociations avec les talibans. Ou par exemple, il faut savoir que c'est l'une des seules puissances qui, à la suite de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, a gardé ses ambassades fonctionnelles, ses consulats, et a assuré à la scène internationale que le dialogue avec les talibans était possible et même souhaitable. Donc, elle s'inscrit dans une logique de coopération régionale assez forte, notamment à travers la réactivation de l'OTSC ou encore l'utilisation de la base 201, qui est une base militaire qui se trouve au Tadjikistan, qui est la base la mieux formée et la mieux armée russe d'Asie centrale. Et à cela sont couplés de nombreux exercices militaires aux frontières du conflit. Donc, les facteurs qui façonnent la politique extérieure russe, notamment envers l'Afghanistan, c'est d'un côté la stabilité régionale, mais également le passé douloureux que la Russie post-soviétique entretient avec l'Afghanistan. Et les buts qu'elle poursuit sont la recherche de la sécurisation des frontières avec l'Asie centrale, mais aussi de prévenir tout afflux de terrorisme ou de drogue dont on parlera un peu plus tard. Donc, il faut savoir que 85% des opiacés mondiaux sont aujourd'hui produits en Afghanistan. Et malgré le fait qu'un dixième de la population afghane soit dépendante de son utilisation, il y a quand même un tiers de la production afghane qui est acheminée par la route du Nord, c'est-à-dire vers l'Asie centrale et jusqu'à la Fédération de Russie. Et la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, justement, remet en cause cette production de drogue et notamment renforce le risque de renforcement en fait, de la route du Nord et des conséquences sanitaires. Un troisième acteur qui est essentiel à prendre en compte dans le tableau, c'est les États-Unis. Donc, d'après plusieurs experts avec qui j'ai pu m'entretenir, l'Asie centrale ne représente pas beaucoup d'intérêt stratégique en tant que tel pour les États-Unis, mais ces derniers souhaitent quand même, à travers son utilisation, contenir l'influence des puissances régionales telles que l'Iran ou encore la Chine. Donc, on peut se demander alors, est-ce que les États-Unis sont réellement prêts à quitter la zone, sous quelles conditions, dans quel cadre et avec quel soutien militaire ou non. Les États-Unis souhaitent quand même garder un certain droit de regard, même s'ils n'ont plus vraiment de puissance militaire sur place. Il y avait eu une proposition cet été de la part des Russes d'utiliser par les États-Unis la base 201 ou encore d'utiliser la base 201, car les bases qu'avaient les États-Unis en Afghanistan ne peuvent plus être utilisées par ces derniers. Et également, d'après certains experts, il y a tout un travail antiterroriste à amorcer, notamment par voie aérienne, mais se pose alors la question de l'acheminement des forces antiterroristes, savoir comment est-ce que cela pourra se mettre en place, quelles sont les différentes options qui existent, etc., etc. Du point de vue de l'Union européenne, cette dernière a un rôle particulièrement fort au niveau des frontières, notamment depuis le programme Laika qui a été lancé en septembre 2018, mais surtout à travers le programme BOMCA, Border Management Programme in Central Asia. Et la 10e phase vient à peine de débuter en septembre 2021. Et c'est la première phase qui compte pour la première fois les 5 pays d'Asie centrale et l'Afghanistan. Donc une phase s'étend sur 5 ans et les phases peuvent compter jusqu'à 400 projets divers répartis sur les différents pays qui sont inclus dans le programme. Donc, comment se passent ces projets? Souvent, ce sont des personnes locales qui seront envoyées et formées en Union européenne, puis reviendront sur place avec de l'expérience et du matériel adéquat et formeront à leur tour les populations locales.
Mais il faut savoir aujourd'hui qu'une grande partie de ces personnes formées et de ces matériaux sont aux mains des talibans. Et se pose alors la question diplomatique, comment agir face à cela? Est-ce qu'il faut arrêter le programme? Est-ce qu'il faut continuer? Peut-on engager un dialogue diplomatique avec les talibans? Comment agir en fonction de leur réponse, etc. Et aujourd'hui, comme l'a souligné un des experts avec qui je me suis entretenue, Maryse Domins, qui est le responsable régional de la 10e phase BOMCA, l'UE, pour l'instant, est forcée à adopter une position de stand-by pour essayer de comprendre comment se positionner par rapport aux talibans et comment agir face à cette prise de pouvoir. Donc, comme on peut voir, plusieurs flux traversent cette frontière, en fait, notamment notamment entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Donc, tout d'abord, se pose la question de la migration. C'est une question qui existe et qui est d'actualité. C'est une arme politique même, notamment pour la Turquie, qui a commencé la construction d'un mur de plus de 295 km à sa frontière avec l'Iran. Et c'est une question qui est à surveiller particulièrement pour l'Europe, même si on ne peut pas vraiment s'attendre à un afflux d'immigrés aussi important que pour la Syrie. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a déjà eu de forts mouvements migratoires, notamment après 2014, mais également car la destination principale de ces migrants est avant tout l'Union européenne et non l'Asie centrale. C'est pourquoi les migrations illégales ne menacent pas directement les pays d'Asie centrale pour l'instant. Également les opiacés, comme je l'avais précisé précédemment, l'Afghanistan représente 85% de la production mondiale, ce qui est énorme, et il y a un fort risque en fait, d'intensification de ces diverses routes et de conséquences sanitaires graves. Il faut savoir également que les opiacés représentent l'un des principaux revenus du pays, allant jusqu'à 2 milliards de dollars certaines années, et que même si le chef des talibans a annoncé que la production était haram et qu'elle serait bientôt interdite, il y a une nécessité en fait de trouver d'autres revenus, et d'où l'importance en fait de l'aide humanitaire internationale. Enfin, il est important d'aborder les projets régionaux, c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui sont à l'arrêt au vu du manque de stabilité que représente l'Afghanistan, notamment le projet de pipeline dont nous avait parlé Didier. Mais certains partenariats restent actifs, notamment avec le Turkménistan, avec l'Afghanistan, avec des projets de voies ferroviaires par exemple, ou de fibre optique. Aujourd'hui, donc, la coopération est clé et elle se traduit par des conférences et des rencontres qui sont renforcées, notamment sous le format C5+1, donc soit avec les États-Unis, soit avec la Russie, ou avec la réactivation d'anciens mécanismes comme l'OTSC. L'une des dernières menaces beaucoup plus directes que représente la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, c'est le fait que l'Afghanistan devienne un terreau favorable à la formation de nouveaux groupes extrémistes. Donc, il faut savoir, par exemple, que l'ISK, l'État islamique Khorasan, agit dans la région depuis 2014 environ et qu'il a une vision commune avec les talibans. C'est-à-dire que pour eux, le monde est divisé en deux parties, Dar al-Islam et Dar al-Harb. Dar al-Islam qui voudrait dire monde musulman où s'applique la loi de la charia, et Dar al-Harb qui signifierait monde non musulman contre lequel le djihad est justifié et autorisé. Et c'est justement ce groupe-là qui, par sa proximité et ses relations, représenterait la menace principale en Asie centrale, notamment au point de vue des attaques, mais aussi du recrutement, même si c'est des mécanismes de radicalisation qui sont très différents de ceux qu'on a pu observer en Syrie. Il y a également toute une proximité idéologique avec Al-Qaïda, même si la menace principale reste tout de même l'État islamique. Selon un rapport du Congrès américain, si les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan, l'État islamique Khorasan pourrait retrouver la totalité de sa capacité militaire en 2 ans, ce qui est extrêmement rapide. Pour conclure, quelques derniers points. Donc, on peut voir qu'il y a une forte sécurisation au niveau de la frontière, notamment renforcée par la coopération régionale et les aides extérieures. Il faut également savoir que la question migratoire est à surveiller, mais pas forcément en Asie centrale. Enfin, on peut voir qu'il n'y a pas de menace radicale directe, sauf la création de nouveaux groupes ou d'attaques locales. Et enfin, il faut prendre en compte que l'aide internationale est nécessaire sur le point de vue diplomatique, sécuritaire évidemment, mais aussi financier pour faire face notamment à la production d'opiacés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anastasia, d'avoir présenté cela et accepté la contrainte d'une quinzaine de minutes. D'ailleurs, je remercie aussi à nos autres collègues
voilà, Mélanie et Didier de s'être prêtés également à ce jeu. Je crois que ça donne un certain tempo à la conférence d'aujourd'hui et ça va permettre de laisser toute sa place à la phase des questions et réponses.